Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce premier Afterwork pédagogique. Donc, les Afterwork pédagogiques font partie des projets du CREPS de Toulouse et sont soutenus et financés par le CFA Sport Animation Occitanie. Donc, je suis Marilyn Bray, coordinatrice de formation au CREPS de Toulouse et je vais animer ces 3 rendez-vous avec à chaque fois un invité. Et l'idée, c'est d'aborder une question liée à la formation des adultes. Alors, ces temps sont pensés comme des conférences interactives. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir interagir à tout moment avec l'invité du jour. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser l'onglet Lever la main et on fera des temps de questions-réponses. Et vous pouvez aussi écrire des commentaires, des remarques, des questions, voilà, partager des expériences dans l'onglet commentaires de la visioconférence. Donc voilà, on vous invite à être actif pendant cet after work. Et nous, on va également voilà, vous poser des questions, faire des petits sondages pour aussi pouvoir recueillir vos avis. D'ailleurs, on va vous proposer tout de suite de pouvoir vous présenter, qu'on fasse un peu plus connaissance avec vous derrière votre écran. Et pour ça, on vous propose donc d'utiliser l'onglet commentaires, de nous indiquer votre prénom, nous dire la structure dans laquelle vous travaillez, votre métier, voilà, n'hésitez pas, et de pouvoir aussi un peu, voilà, nous dire un peu dans quel état d'esprit vous êtes, votre humeur du jour. Donc, je vous laisse voilà, commencer à vous présenter dans le chat de cette petite visio. Et pour notre premier rendez-vous, je reçois aujourd'hui Sylvain Vacarès. Bonjour Sylvain. Bonjour Marie. Et donc, Sylvain, tu es président de Learning Salad. Tu es un expert de la formation digitale. Mhm. Et donc, tu accompagnes au quotidien les administrations, entreprises dans leurs projets de formation. Mhm. Et t'as également été professeur associé et responsable d'un master pour des ingénieurs pédagogiques et notamment sur la partie digitale. Tout à fait. C'est bien ça. Oui, tout à fait. OK. Et avec toi, Sylvain, aujourd'hui, donc on va aborder la question justement de se demander si avec l'avènement du digital, est-ce que la formation en présentiel a atteint ses limites ou pas? Vaste question. Et peut-être, Sylvain, pour commencer à te présenter comme les personnes là, qui sont derrière leur écran, nous dire un peu toi, ton état d'esprit, l'humeur du Aujourd'hui, jour. Ouais, il fait beau, je suis à Toulouse, tout va dans un bien. endroit que je connais pas. Je vais échanger avec des gens que je connais pas. J'adore. Bon, super. Merci Sylvain. On voit voilà, on a plusieurs personnes qui sont ici et notamment, d'après les retours, plutôt coordinateurs, coordinatrices de formation BPGEPS, donc D'accord. voilà, d'éducateurs sportifs. Et qui sont ravis de participer voilà, à cet after work. Alors, pour commencer, je vois que Thomas a déjà levé la main. Déjà une question avant d'aborder le sujet. Thomas, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez une question à l'indiquer dans l'onglet commentaires ou tout de suite. On vous écoute, Thomas? C'est justement juste pour spécifier, du coup, bonjour tout le monde, moi c'est Thomas, que je n'arrive pas à commenter sur l'onglet commentaires et peut-être que je suis pas le seul. Donc voilà, c'était juste pour faire la remarque, donc je ne sais pas si c'est que moi qui suis dans ce cas-là. Ok, eh ben, merci Thomas. On va essayer de trouver la solution à cet onglet. Et autrement, peut-être Thomas, ce que je te propose, c'est que quand il y a une question, tu puisses lever la main si jamais tu n'arrives pas du tout à écrire dans le chat, dans l'onglet commentaires, ça sera plus simple. Et puis, on donne la parole ici, on entend quand vous posez des questions. Très Donc, bien, c'est d'accord. parfait. Et puis peut-être en guise d'introduction avec Sylvain, vous voulez vous proposer un premier sondage pour qu'il puisse justement réagir à vos propos. Et on va vous demander, dans le premier sondage, première question, on va vous demander justement dans vos dispositifs de formation, quelle est la place du présentiel? Donc, vous allez avoir plusieurs choix, vous allez voir et vous allez pouvoir cocher les différents choix.
Donc, est-ce que le présentiel prend plutôt une petite place ou plutôt une grande place? Donc, la moitié de vos formations ou plutôt entre 75 et 100%. Donc, est-ce que c'est plutôt l'essentiel? Donc là, ça y est, vous voyez le sondage à l'écran qui apparaît. Donc, je vous laisse pouvoir cliquer sur la réponse. Donc, dans vos dispositifs de formation, quelle est la place du présentiel? Et voilà, de nous dire combien ça représente dans vos formations. Bon, pour l'instant, Sylvain, on est plutôt à 75-100%. Donc, la place du présentiel, D'accord. Et encore. toujours très importante dans les formations. Et puis, peut-être la deuxième question, c'est de savoir, vous, est-ce que vous êtes d'accord avec la question qu'on pose aujourd'hui? C'est-à-dire, la formation en présentiel a atteint ses limites. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord, pas vraiment d'accord ou pas d'accord? Donc, n'hésitez pas à nous donner vos réponses là-dessus. Donc, voilà, pour résumer, voilà, on a plutôt la majorité des personnes dont le présentiel prend une place très importante, 75-100%. Voilà, on a plutôt des personnes qui nous disent que la formation en présentiel a de beaux jours devant elle. Donc, peut-être, Sylvain, est-ce que ça emmène une première réaction et toi, avoir un peu ton avis Oui, sur oui, cette oui. question? Oui, vous êtes assez représentatif finalement de ce que l'on peut voir, hein. C'est-à-dire que le présentiel reste encore aujourd'hui largement majoritaire, hein. On peut faire de la formation à distance, en ligne, depuis une trentaine d'années maintenant. Et c'est pratiqué, hein, dans de nombreux endroits. Néanmoins, on voit encore la formation présentielle de façon largement majoritaire. Euh, et, euh, et même si on a eu un épisode un petit peu particulier avec l'épisode Covid, hein, évidemment, qui a amené les gens à aller beaucoup plus enfin, de façon forcée, en fait, hein, vers du distanciel pur, souvent assez mal vécu d'ailleurs, parce que non préparé, enfin, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, s'ils ont poussé un peu trop loin dans ce sens-là, on voit un espèce de retour, hein. Moi, je vois bien qu'on a une espèce de retour vers le présentiel pour ceux qui étaient allés trop loin, pour trouver une nouvelle forme d'équilibre. Alors, on raisonne souvent enfin, un peu sous forme de balancier, hein. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas de présentiel, tout à coup, on était obligé de faire du distanciel. Alors après, on ne voulait plus revenir en présentiel. Enfin bon, c'est toujours un peu compliqué, mais on voit bien que l'équilibre, en fait, il se situe sur de la formation plutôt multimodale, finalement, mixte. Ce qu'elle a toujours été, en fait, hein, la formation a toujours été multimodale. En réalité, le numérique est quelque chose qui vient apporter des possibilités supplémentaires. Donc, plutôt que de limite, moi, je parlerais plus d'opportunité, finalement. Il vaut mieux le voir comme une forme d'opportunité, euh, parce que ça nous permet de nous affranchir d'un certain nombre de contraintes qui sont liées à l'espace, en fait, hein. On peut toucher des gens qui peuvent pas venir en présentiel parce que c'est trop compliqué, parce que d'un point de vue logistique, c'est un peu complexe. Je pense au cours du soir, ou voilà, des gens comme ça. Les premiers qui ont commencé à faire de la formation à distance, c'était souvent des gens dans des villes où on ne pouvait pas se garer, en fait, qui faisaient des cours du soir et qui offraient ça finalement comme pour les gens qui ne pouvaient pas venir à chaque fois. Voilà, donc c'était une première approche, hein, simple, mais en même temps réaliste, pratique. Donc c'est plutôt ça. Il y a aussi on peut aussi distendre le temps, en fait, hein. C'est-à-dire que le présentiel, il est forcément concentré. On va demander aux gens de venir 2 jours, 3 jours à un moment donné, mais ce qui va se passer entre ces 2 jours et peut-être le prochain présentiel, s'il y en a, parce que parfois c'est juste 2 jours, euh, là, on peut l'étendre avec le numérique, avec le distanciel. On peut leur faire des choses avant, on peut leur faire des choses entre les sessions, y compris des activités de production, même collaboratives de groupe. On peut faire plein de choses qui permettent d'élargir, en fait, hein, le champ de la formation, de la rapprocher du travail aussi. Parce que quand je suis une formation et qu'après je retourne à mon travail, où je dois mettre en application, à ce moment-là, j'ai plus de soutien finalement. Or, la formation, elle peut inclure des témoignages, des retours d'expérience et un feedback, y compris des formateurs. Par exemple, voilà, j'ai appris à organiser, à faire un geste professionnel, je le mets en œuvre, je rencontre des difficultés, j'ai encore le soutien, soit du groupe avec qui j'ai fait la formation, soit du formateur ou des deux, hein, évidemment, le formateur-formatrice. Donc, c'est une espèce d'élargissement comme ça du champ, à la fois de l'espace, du temps. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et souvent,
souvent, on va opposer. Moi, j'aime pas trop parce qu'on parle de présentiel. Dans présentiel, il y a présence. Et donc, on oppose à la distance. Mais en fait, le contraire de la présence, c'est l'absence, en fait. C'est pas la distance. Et donc, euh, et donc, on peut très bien être. Enfin, moi, j'étais enseignant à l'université, par exemple, tu le disais. J'ai assisté, moi, en tant qu'étudiant, mais même de certains collègues, j'ai assisté à des amphithéâtres où finalement les gens étaient présents physiquement. Ils n'étaient pas forcément très, très présents mentalement. Et surtout, il n'y avait pas d'interaction, en fait, entre eux et l'enseignant. Dans l'amphithéâtre, par exemple, où il y a. Parfois, ils ne sont même pas dans le même amphithéâtre que le prof. Et donc là, pourtant, on qualifie ça de présentiel, alors qu'en fait, il n'y a pas de présence du tout, ou très peu. Et puis, il y a des activités à distance qui sont très engageantes. Par exemple, quand on reçoit la question de quelqu'un qui est à distance, comme on fait aujourd'hui, bah, on est bien tous, là, on est bien présents, en fait, hein, les uns vis-à-vis des autres, même si on est à distance, en fait, hein. Donc, je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut l'envisager. Voilà, on est dans une formation vraiment. Il vaut mieux parler de multimodalité finalement que d'opposer le présentiel ou le distanciel. Il n'y a pas de formation distancielle totalement efficace comme il n'y a pas de formation présentielle totalement efficace. En réalité, est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que j'ai des opportunités d'aller plus loin, d'être plus efficace, hein, ou plus pertinent, ou de toucher les publics que je ne peux pas toucher. Là, j'étais aujourd'hui en réunion avec la Chambre des métiers d'Occitanie, puisque j'étais à Toulouse, et, euh, et en fait, par exemple, sur des publics qui ont des phobies scolaires, des choses comme ça, eh bien, la capacité de mettre à distance en fait, des élèves, hein, des centres de formation d'apprentis, eh bien, leur permet d'accéder à une formation, à un CAP, ce qu'ils n'auraient pas pu avoir. En fait, voilà. On peut répondre à des tas de questions, en fait, hein, des tas de problèmes qu'on ne sait pas forcément bien régler autrement grâce à ça. Donc c'est pour ça, c'est normal d'être en présentiel. Et puis, peut-être ce qu'on peut dire aussi voilà, pour alimenter encore cet élément, enfin ce sujet-là, mais c'est que l'homme est un animal social, en fait, hein, on est des mammifères sociaux. Donc on a besoin de se voir, on a besoin de se renifler, de se toucher, donc d'être présent en fait au sens physique du terme. Et on sait que si on isole complètement les gens, on va perdre, alors on va perdre la sociabilité, mais on a même montré qu'on perdait de l'efficacité pédagogique, au sens où on a besoin d'être confronté, on a besoin du groupe, on a besoin d'être surpris, on a besoin de voir des gens qui réagissent pas comme nous aux mêmes choses, en fait, hein, auxquelles on est confronté voilà, on a une situation de formation, on voit bien que toutes les participantes ne vont pas l'aborder de la même manière, ne vont pas réagir de la même manière. Et ça, c'est une information qu'on capte quand on est dans le groupe, en présentiel, parce que ce n'est pas forcément explicite, ça peut être des petits gestes, ça peut être des signaux faibles, une attitude corporelle. Et en fait, ça va nous amener à réfléchir à notre propre manière de faire. Donc, c'est pour ça que le présentiel ne peut pas disparaître. En fait, on est fait pour vivre ensemble. Biologiquement. donc, il faut pas, voilà, il faut pas. Mais on arrive à communiquer avec notre famille, par exemple, hein, qui habite loin, au téléphone. donc, euh, donc, on arrive aussi à communiquer, on arrive à faire des choses à distance. Mais on ne peut pas faire tout à distance, c'est clair. Donc finalement, la question à se poser au-delà de quelle modalité, ça serait plutôt qu'est-ce que je mets en place, que ce soit en présentiel ou à distance, Oui, pour avoir une présence, pardon, oui, auprès oui. des apprenants, des stagiaires que je reçois. En fait, il faut être La présent. question est la Ouais, même il faut être que ce présent tout le soit. temps. En fait, il faut Ouais. être présent tout le temps en réalité. Et donc, ça veut dire que si je suis à distance, ben, il faut un accompagnement en fait de ces parties à distance. Cet accompagnement repose pas forcément automatiquement sur un formateur ou une formatrice, hein, ou un enseignant, une enseignante. Ça peut être le groupe, hein, qui assure cette présence. D'ailleurs, comme quand on fait des ateliers en présentiel et qu'on a un grand groupe et on met des gens dans des salles différentes, par exemple, eh bien, le groupe il va s'autogérer par rapport à une consigne qu'on lui a donnée. Le formateur, formatrice va passer dans les groupes pour amener du support, mais en fait, il n'a pas besoin d'être là tout le temps. Néanmoins, on sait qu'il est là en cas de besoin, et on sait qu'on a aussi la présence des autres participants. Et ça, on peut le faire à distance, sans aucune difficulté. C'est une autre manière de faire, c'est pas le même rythme, mais ça marche très bien en fait. Donc il faut essayer de rester présent tout le temps et choisir plutôt les modalités en fonction de l'objectif et de ce qu'elles apportent comme valeur. Donc, il y a des formations qui pourraient être faites totalement à distance. Et parfois, ce qu'on va faire en présentiel, c'est simplement
essayer de travailler le groupe. Un groupe qui a bien fonctionné en présentiel, ce sera plus facile de l'amener à fonctionner à distance, par exemple. Donc, si on doit réunir les gens une seule fois, par exemple, même sur une formation longue, moi j'ai animé des formations, des DU, par exemple, qui duraient 6 mois, et on faisait un seul présentiel au bout de 2 semaines. Ce présentiel, c'était un présentiel très fort. On sortait, ça durait 2 jours, on sortait ensemble le soir, on réservait un restaurant. Enfin, vraiment pour que les gens créent du lien, apprennent à se connaître, parce qu'on savait qu'après, il fallait qu'ils tiennent 6 mois, en fait, alors qu'ils passaient un diplôme à la fin. C'était très exigeant. Et on allait les faire travailler en groupe. Et donc, il fallait qu'ils sachent avec qui ils parlaient. Il fallait que des affinités se créent. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus facile, en fait, à organiser c'est des groupes de 100 personnes, hein, donc c'est des grands groupes, mais quand on a des gens, on peut créer des activités qui vont faire que les gens se rencontrent. Et elles n'ont pas de valeur forcément directement pédagogique, mais elles vont avoir une valeur sociale qui va nous aider dans la démarche pédagogique après. En fait. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir un peu du cadre en fait, en disant il n'y a pas que des éléments d'efficacité pure au sens voilà, j'ai mon référentiel, je fais ma séquence, etc. Pour que ça fonctionne dans un multimodalité, il y a tout un tas de choses qui vont faire que le système va être huilé, en fait. Si on n'a que du muscle, en fait, ça ne marche pas. En fait. Il faut un peu de graisse, en fait, hein, d'une certaine manière. Et la graisse, c'est les relations entre les gens, c'est le fait qu'ils vont se connaître. Donc, ça veut dire qu'il faut organiser des événements. Par exemple, le fait de partager un pique-nique. Dans ce regroupement, par exemple, on demandait à chacun, les gens venaient de toute la France, d'amener une spécialité culinaire régionale, ça marche du tonnerre. Hein. Un tel apporte du saucisson, un truc à boire, machin. Et en fait, on mettait tout ça au milieu de la table et chacun faisait découvrir ses spécialités. Et c'était rigolo parce que ça crée une sorte de lien, les gens commençaient à se connaître, ça engageait des discussions. Et après, les gens tenaient 6 mois. On perdait personne, tout le monde était diplômé. Hein. Donc, alors qu'il n'y avait que ce moment-là de présentiel au sens physique, au sens du terme. Donc c'est ces choix-là qu'il faut arriver à faire en disant, même si une activité pourrait être faite en distance, parfois il vaut mieux la faire en présentiel, parce que dans le rythme de ma formation, dans la dynamique de mon groupe, en fait, j'ai intérêt à avoir ces temps forts. Les gens retiennent ces temps forts. Hein. Le présentiel, dans un chose de multimodal, il faut que ce soit très fort. Il ne faut pas réunir les gens pour rien. En fait, voilà, Très bien. Alors peut-être justement par rapport à ce que tu disais sur l'efficacité pédagogique, je trouvais intéressant de poser la question aux personnes de justement ce que vous mettez en place dans vos formations pour voilà, faciliter ces apprentissages, garantir l'efficacité pédagogique. Et donc on vous lance toujours dans l'onglet conversation troisième question, un troisième sondage où on vous demande ce que vous mettez en place en priorité. Donc, vous allez pouvoir cocher une réponse dans vos dispositifs pour faciliter les apprentissages. Donc, est-ce que voilà, vous êtes plutôt sur de la mise en situation pro, plutôt les supports qui vous intéressent, plutôt le travail collaboratif, plutôt des méthodes actives ou autres? Voilà, on voulait avoir votre avis là-dessus. Voilà, qu'est-ce que vous mettez en place pour garantir cette efficacité pédagogique? Vu que tu viens de le dire, Sylvain, où finalement, ça va être le point central. Si je réunis les personnes en présentiel, en effet, il faut que je garantisse qu'il se passe quelque chose, en tout cas, qu'il y ait une plus-value. Donc là, au vu des réponses, beaucoup nous parlent du travail collaboratif qui est mis en place. Et d'ailleurs, ça serait intéressant d'avoir ton avis sur le travail collaboratif, si c'est quelque chose qui est aussi, ça nous paraît, nous, en tant que formateurs, assez facile à mettre en place en présentiel, mais du coup, à distance. Comment, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, ça fonctionne à distance, mais il faut réunir les conditions pour ça. En fait, la grosse différence entre la distance et le présentiel, c'est que en présentiel, il y a beaucoup de choses implicites. C'est-à-dire que les gens vont facilement, si on leur dit, voilà, je vous fournis un travail à faire, je vous donne la consigne, et donc vous allez vous mettre dans un coin pour le faire, par exemple, où je vous mets à disposition une salle. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin dans la consigne pour que les choses se mettent en route. Parce que tout le monde comprend ce que c'est qu'une salle, tout le monde sait comment on fait pour aller dans la salle. Tout le monde, quand il voit la salle, voit qu'il y a une table, des chaises et va commencer à s'installer. Ça paraît simple. Hein. Le problème, c'est qu'à distance, en fait, ça n'existe pas, ça. Donc la question, c'est comment je crée les conditions
et comment je rends explicite en fait la manière de faire. C'est qu'en fait, souvent, quand les situations collaboratives ne fonctionnent pas à distance, ça vient très souvent du fait qu'au départ, on n'a pas suffisamment décomposé le processus et explicité ce processus pour les participants. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Je parlais de ce regroupement, par exemple, là, dans le cadre du DU, une formation longue. Donc, on gardait toujours, sur les 2 jours, 2 heures. Souvent, d'ailleurs, on le mettait à la fin, quand les gens se connaissaient, pour constituer des groupes de travail collaboratif. Et pendant ces 2 heures, on les faisait travailler sur mais comment vous allez faire pour travailler à distance ensemble. Parce qu'en fait, ils ne savent pas. En fait. Et donc, ça passe par comment on va se contacter. Ça passe par... quand je suis en présentiel, je sais que les autres sont là. Je n'ai pas besoin de prendre rendez-vous. Ça paraît simple, hein, mais quand je suis à distance en asynchrone, si on veut travailler ensemble, si nous deux, on doit faire un travail en commun, il va falloir qu'on se mette d'accord, qu'on coordonne nos agendas, des choses comme ça. Euh, euh, comment on va prendre des décisions collectives si on a quelque chose à livrer. Nous, on avait des évaluations en fait de groupe. Donc, ils devaient travailler collaborativement, mais ils étaient aussi évalués en fait sur leur travail. Donc, évidemment, il y avait un enjeu par rapport à leur diplôme. Donc, comment vous allez imaginer la prise de décision? Est-ce que vous votez? Comment vous voulez vous mettre d'accord dans votre groupe pour fonctionner? Donc, on abordait en fait un certain nombre de questions fondamentales sur comment en fait travailler en groupe et le faire sans être capable de se voir en fait. Donc alors, quels outils on va utiliser? Les gens vont dire ah ben moi on va se mettre un canal WhatsApp par exemple, un groupe WhatsApp pour discuter entre nous. Super, mais il faut le décider en fait. Et ça, quand on est à distance, ça va être compliqué de le décider en fait. Donc il vaut mieux profiter du moment où on est tous ensemble. Donc en fait, on leur donnait toute une grille en fait qui leur permettait de vraiment s'engager. Et après, ça veut dire que c'est fluide, mais dans le travail collaboratif en salle, c'est pas toujours fluide non plus. Hein. Après, ça s'anime, il faut le relancer, il faut vérifier, voilà, faut avoir des signaux. Donc, ça veut dire qu'il faut rendre explicite aussi des avancements de travaux. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait aux personnes, on demande aux personnes de nous donner des preuves d'avancement où on n'a pas besoin de juger ce qu'ils font, hein, forcément, en fait, sauf s'ils en font la demande, mais au moins qu'on sache où ils en sont. On leur demandait parfois de publier leur calendrier de rendez-vous, non pas pour les fliquer, mais pour être sûr qu'il y avait bien un calendrier qui avait été mis en place. Tu vois, des choses comme ça. Et alors, c'est plus de travail, hein, enfin, c'est surtout plus d'anticipation. Un peu plus de travail et un peu plus d'anticipation. Mais si on fait ça, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien parce qu'on a moins de limites de temps. C'est un travail collaboratif en salle. Si on a 2 heures, il faut qu'ils arrivent à le faire en 2 heures. Et après, quand ils vont repartir, ça va être plus compliqué. Et là, bon, on leur donne un cadre, hein, mais si jamais ça déborde, il faut qu'ils reprennent un autre rendez-vous. Alors, c'est pas toujours simple dans les agendas, mais ils ont une forme de souplesse quand même, en fait. Et puis, ils doivent réfléchir beaucoup plus en amont à leur propre organisation. Et ça les aide. Hein, c'est une compétence, hein, finalement, hein, aussi. Hein. C'est une compétence de travail importante. Hein. Donc voilà. Moi, je peux que vous inviter à faire du travail collaboratif à distance parce que c'est une manière aussi d'engager les gens dans leur formation quand ils sont éparpillés. En fait, c'est une des meilleures solutions. Hein. Mais du coup, ce travail collaboratif, si je comprends bien, il se fait en accompagnement d'un formateur, facilitateur, je ne sais pas comment on Oui, peut l'appeler, oui, mais en tout cas d'une personne ressource peut-être qui oui, peut oui. être Oui, oui, interpellée oui, tout à fait. à tout moment. Donc, il vous faut un tuteur. De toute façon, quand vous êtes à distance, il faut quand même accompagner les gens. Hein. Ils ne vont pas s'auto-gérer à distance. Enfin, partir de ce principe-là, c'est quand même à peu près garantir l'échec. Hein. Certains vont y arriver, mais plus individuellement qu'en groupe déjà. Et puis, il y en a très peu. Donc il faut qu'il y ait des signes de présence, justement, à distance. Il faut aussi que les gens, les participants, les participantes, sachent qu'ils peuvent compter sur quelqu'un en cas de difficulté, sachent qu'ils peuvent demander de l'aide. Et d'ailleurs, quand on fait du tutorat, on apprend aussi aux gens à demander de l'aide. Et donc, dans ce travail préparatoire qu'on fait sur le travail en groupe à distance, etc., on apprend aussi, enfin, on demande aux gens de nous expliquer comment ils vont faire en cas de difficulté, en fait, pour s'en sortir. Et ça nous permet de voir si ils pensent à faire appel à leur tuteur, comment ils vont faire appel à leur tuteur, comment exprimer son besoin. Enfin, il y a toute une espèce de travail sur la communication à distance et pour qu'elle soit efficace, en fait, qui va rendre le travail beaucoup plus fluide. Voilà. Et ça donne des productions de très bon niveau.
Franchement, par comparaison entre des productions faites à distance, j'ai fait des tests avec les mêmes productions en salle, en collaboratif et à distance. On a de meilleurs résultats à distance en moyenne. Parce que, euh, parce que l'organisation, il y a moins de contraintes en réalité. Si on sait gérer les contraintes à distance, il y a moins de pression sur le temps. On laisse aux gens, il y a des temps de réflexion, il y a des choses en fait qui permettent d'arriver à laisser mûrir en fait, par exemple, des éléments sur lesquels les gens vont pouvoir revenir. Alors que dans un laps de temps concentré, il faut qu'ils produisent et après, on ne reviendra pas dessus. Enfin, il y a plein de petites choses qui vont faire que ça va s'épaissir en fait un petit peu. C'est pas toujours vrai, mais en moyenne quand même, moi j'ai noté il y avait des choses euh, euh, parce qu'on intègre aussi peut-être mieux la réalité du terrain. Parce que quand vous travaillez à partir de votre environnement de travail, par exemple, que vous avez travaillé la journée, quand vous abordez un travail qui est à faire en formation, par exemple le soir ou à un moment donné où vous avez réservé du temps, vous êtes plus au centre de formation, vous êtes dans votre travail et votre point de vue n'est pas le même en fait. Donc il est beaucoup plus proche de vos attentes professionnelles, par exemple, des choses comme ça. Donc ça ramène du concret, ça ramène du terrain, si je puis dire, beaucoup plus dans les productions. Alors c'est vrai que nous, sur les diplômes GEPS, BPGEPS Mhm. ou des GEPS, justement, les formations sont construites avec des temps en organisme de formation et des Mhm. temps d'alternance dans des structures Ouais, sportives ouais, de stage. Donc ouais, il y a ça aussi, en effet, pour nos apprenants, ouais, où ils vivent ces temps-là en formation, donc la majorité en présentiel, et ensuite ils vont dans leur structure de stage. Donc forcément, ils vivent pas forcément les mêmes choses, en fait. non, Et donc, de ce que tu nous dis, c'est que justement, ce distanciel pourrait être pendant ces temps oui, bien vécus sûr, bien sûr, bien en sûr, structure bien sûr, d'alternance bien sûr. avec des travaux qu'on pourrait Oui, leur demander oui, et où ils seraient à même de faire du lien entre ce qu'ils oui, ont vécu en formation et puis oui, là, tout de suite, dans leur bien environnement sûr, de travail. bien Alors que sûr. si le travail est demandé en présentiel, en organisme de formation, peut-être que bon, bah, ce qui s'est passé. Je peux donner un exemple concret, par exemple, Ouais. par rapport à une situation comme celle-là. Il y a quelques années, j'avais fait un module de formation en ligne pour des enseignants de maternelle dont l'objectif était de leur apprendre à mieux organiser l'espace pour s'adapter à l'évolution psychologique et physiologique des enfants, donc des tout petits enfants. En maternelle, c'est entre 2 et 6 ans. Donc, il y avait toute une partie théorique en ligne sur les principes de l'aménagement, etc. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu as l'experte super de la maternelle et elle te montre des super schémas avec des classes, avec le mobilier adapté, bien carré, la bonne taille qu'il faut, des groupes souvent avec tous le même âge, assez homogènes. Donc ça permet de comprendre, ça c'est un stéréotype qui peut exister peut-être, mais euh, voilà. Sauf que les gens, un enseignant, un professeur des écoles, lui, il a une classe avec 3 niveaux, un Algeco, des vieux meubles, machin, enfin il fait avec ce qu'il a, quoi. Donc, quand il regarde ce module-là, le problème, c'est qu'il va créer de la distance entre le contenu et sa situation. Il va dire, ça, c'est super intéressant, mais c'est pas pour moi. Parce que moi, mon contexte ne me permet pas de faire ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait travailler, en fait, les enseignants à partir de grilles de diagnostic en disant, mais faites le diagnostic de votre classe, prenez des photos, tout le monde a un smartphone, peut prendre des photos, et postez-les. Et on a fait un travail collaboratif où chacun devait prendre des photos, rendre compte et publier sa grille d'analyse de situation, et les autres devaient aller les commenter. Donc, ils devaient regarder les photos en fait de ce qui se passait, de dire tiens, c'est marrant, tu fais là ça comme analyse, mais moi je vois dans le fond un truc. Voilà. Et donc, les gens faisaient des commentaires. Et l'activité, c'était commenter la production des autres. Donc, sous-entendu, faites la vôtre, évidemment, parce que sinon, personne ne peut commenter. On avait réparti le travail pour que tout le monde ait au moins 1 ou 2 commentaires. Voilà. Et une analyse d'un collègue, finalement, des gens qui ne se connaissaient pas. Ensuite, donc là, il n'y avait pas encore de présentiel. Ensuite, on les faisait venir en présentiel. Et là, on les faisait travailler en collaboratif sur la résolution des problèmes. Mais le formateur, comme il avait toutes les situations, il était capable de créer des groupes par problématique conjointe, en disant, tiens, lui, il y a ceux qui ont un double niveau, triple niveau, ceux qui ont un problème de locaux, etc. Il les faisait bosser dessus sur la recherche de solutions. Ensuite, il retournait dans la salle, il devait mettre en place la solution, il devait évaluer si ça avait, si ça avait amené des changements et republier leur nouvelle organisation de classe avec les résultats de leur analyse. Et on demandait aux autres
de les challenger, en fait. Donc, tu vois, là, on était dans une espèce de continuité. Enfin, on peut le faire, ça. On est dans une espèce de continuité où on allie la situation professionnelle réelle. Ça joue sur la motivation. Un enseignant, là, on n'avait plus d'objection en disant c'est pas pour moi, parce qu'en fait, il comprenait que le statut de la ressource, c'était simplement d'amener des principes, c'était pas d'amener des solutions. Les solutions, elles sont chez eux. Un professionnel, la solution, elle est chez lui. C'est à lui de faire le job. Nous, on est là pour l'aider, mais en fait, notre boulot, c'est d'essayer de raccourcir au maximum le chemin qu'il y a entre le développement de capacité qu'on développe, c'est le rôle de la formation, et la compétence. La compétence, c'est pas nous qui la développons. La compétence, elle s'exerce sur le terrain. Et mais si on peut la voir, ou si on peut la commenter, ou si on peut aider les gens sur cet espace qui est toujours un peu délicat, la distance permet de le faire. L'exemple que j'ai dit, c'est vraiment ça qui se jouait. Et là, un professeur des écoles, il ne se dit pas tous les jours, entrant dans sa classe, est-ce que mon espace est adapté à l'évolution de mes élèves, hein. On leur expliquait qu'entre 2 ans et 3 ans, ils avaient augmenté de 50% leur vie et que forcément, on ne pouvait pas leur proposer les mêmes situations. Ils le savent, les professeurs des écoles, ça. Mais comment ils le traduisent en termes d'aménagement de la classe? Est-ce qu'ils s'amusent à déménager plusieurs fois? On leur dit, il faut déménager votre classe plusieurs fois par an. Il y a très peu de gens dans les études qu'on avait faites. Personne ne fait ça, ou très peu de gens font ça, en fait. Donc ça veut dire qu'ils le savent, mais ils ne le font pas. Donc l'idée, c'était pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ne comprenaient pas à quoi ça servait. Forcément, ou en tous les cas, ils ne le priorisaient pas, ou ils avaient une représentation erronée. Donc l'idée, c'était de les faire travailler. Et ça, c'est possible. Et là, on avait à la fois de l'individuel, parce que chacun était dans sa classe, du collaboratif, parce que chacun commentait les autres, et apprenait des commentaires qu'ils faisaient. Donc on a un cercle un peu vertueux, on va dire. Hein. Bon, après, c'est pas magique, hein, il faut que les gens jouent le jeu, etc. Mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ok, merci Sylvain. Donc là, tu nous as présenté en effet une méthode qui peut mêler les deux, présentiel, distanciel. Mais justement, avec toi, peut-être, est-ce qu'on peut revenir un peu, se faire une synthèse de comment on garantit l'efficacité pédagogique? Qu'est-ce que c'est l'efficacité pédagogique? Peut-être si tu avais Oui, 3-4 points, c'est sûr que tu les as dans ta valise. Le premier, déjà, c'est qu'il faut partir des apprenants. En fait, notre terrain de travail en formation professionnelle, c'est l'apprenant et les situations de travail. C'est ça, c'est pas un syllabus ou une liste de contenus, même une liste de compétences. La liste de compétences, ça nous permettra d'évaluer, on en a besoin du contenu, de la compétence, tout ça. Mais ce qui doit guider notre ingénierie, ce qui va faire que ça marche, c'est qu'on s'adresse à des gens et qu'on les prend en charge et qu'on est capable de faire la relation entre ce qu'ils sont et là, on veut les amener en termes d'efficacité dans le travail. En fait, notre job, c'est de les amener à être plus efficaces dans leur situation professionnelle. Ça, c'est vraiment la première chose. Et après, le point de départ. Et après, la suite, en fait, le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est qu'il faut raisonner en activité et pas en contenu, en fait. La formation en ligne, elle a ce travers que les gens vont dire comme c'est facile de diffuser du contenu, je vais diffuser du contenu, je vais mettre des vidéos, des machins. Les vidéos ne forment pas les gens. En fait, ce qui forme les gens, c'est l'activité, c'est ce qu'on va leur en faire tirer, c'est qu'est-ce que l'on propose. Donc, ils apprennent quand ils font des choses. Et donc il faut privilégier l'activité, 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 l'activité. Et l'activité de groupe ou collaborative est quand même extrêmement efficace. Donc, on a intérêt. Il ne faut pas faire que ça, mais il ne faut pas l'éliminer. L'individualisation, ça marche jusqu'à un certain point. Voilà. La formation, c'est une activité sociale par nature. Ce n'est pas un accessoire. C'est par nature. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire des choses tout seul, mais il faut être confronté aux autres à un moment donné. Voilà. Dans leur classe, ils aménageaient leur salle et puis ils confrontaient, en fait, ils publiaient et ils étaient confrontés et ils regardaient ce qu'avaient fait les autres. Ça leur amenait d'autres idées, ça leur amenait un regard distancié sur leur propre travail. Et ça leur permettait de progresser. C'est ça les clés, en fait, si on veut être efficace. Et les modalités, elles doivent essayer de servir cette ambition-là le mieux possible. Et il y a les outils dont on dispose, il y a le temps dont on dispose, il y a les appétences des gens, la capacité aussi à manipuler le numérique, qui n'est pas la même pour tout le monde. Et donc, il faut prendre en compte son contexte, voilà, pour être capable de le faire. Mais c'est ça, pour moi, c'est ça, en fait. Si on veut vraiment être efficace, c'est ça qu'il faut viser en premier. Donc, si je résume, on se centre sur l'apprenant, sur ses situations de travail. Oui. Du coup, en formation, on tente de reproduire peut-être des situations de travail ou de les mettre dans des situations. On va les chercher là où elles sont. Voilà. Ouais, ok. Ouais.
Et ensuite, on fait en sorte qu'ils puissent collaborer Tout à fait, entre pairs tout pour à fait. pouvoir faire de la résolution de problèmes, Ouais. etc. Peut-être n'hésitez pas, vous, si c'est des choses que vous faites déjà, à nous l'indiquer dans l'onglet commentaires. Voilà, en formation, de pouvoir rapporter à des situations de travail et la collaboration entre pairs. Vous pouvez aussi prendre la parole et nous faire état peut-être ou d'une difficulté que vous rencontrez sur ces 2 points, ou d'incapacité peut-être, et peut-être que Sylvain pourrait Peut-être. apporter une piste de réponse ou de réflexion. Ou alors, si c'est des choses que vous faites aussi, nous le partager ici et le partager au groupe. N'hésitez pas, c'est tout à fait possible, voilà, de pouvoir prendre la parole à tout moment. Peut-être, Sylvain, on a parlé beaucoup apprenant, Oui. et si on parlait un peu de la posture du formateur? Ah oui, quand même. Parce que quand même, dans les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer, et je pense que là, tout le monde va être d'accord, c'est ben, comment ça se passe à distance finalement pour le formateur? Qui il est? C'est toujours un formateur? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, en tous les cas, son rôle, il se transforme. C'est-à-dire qu'en fait, à distance, on n'a pas trop le choix que d'être euh, comment dire, un vecteur de support plutôt que, de transmettre. Enfin, souvent, quand on demande aux formateurs, je vais reformuler les choses. Moi, je travaille beaucoup avec des formateurs depuis très longtemps, des formateurs et des formatrices, et quand je demande aux formateurs, c'est quoi ton travail? Souvent, ils me parlent de transmission. Bon. Moi, je suis toujours un petit peu dubitatif là-dessus, parce que transmettre, en fait, il y a une notion de j'émettrais quelque chose, ce serait réceptionné et digéré. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe réellement. En Alors, réalité, comment ça se passe? bah, en fait, en réalité, on est plutôt sur je crée des conditions qui vont faire que celui qui apprend, c'est l'apprenant, hein. Donc, on ne peut pas lui apprendre quelque chose, hein. C'est lui qui apprend. Donc, nous, notre travail, c'est d'essayer de créer les meilleures conditions pour que ça puisse se passer. Ça ne veut pas dire qu'on ne lui parle pas, ça ne veut pas dire qu'on n'émet pas des messages, on communique forcément avec. Donc, il y a forcément une histoire d'émetteur de récepteur. Mais ce qui va faire qu'il apprend, c'est le fait que lui est capable de mettre en œuvre en fait des choses, de vérifier qu'il a compris. Donc tout ça, ça passe, on rejoint l'activité. Et quand l'apprenant est actif, eh bien le formateur, il est là pour l'aider. En fait, ici on est dans un monde de sportifs, bah c'est l'entraîneur. Enfin, oui, je pense qu'ici, cette culture-là, elle est peut-être plus présente qu'à l'université, par exemple. Je sais pas quoi, un juriste, il va faire son cours dans l'amphi, voilà. D'ailleurs, il est en face, il n'est pas à côté des étudiants. Enfin, il y a toute une posture hein, aussi, comme ça, physique. Là, à distance, on est obligé de lâcher prise parce qu'on ne peut pas être à côté, en fait. Alors, les gens, ils essayent d'avoir des données dans les plateformes. Ah, je voudrais savoir combien de temps il a regardé. Mais ça ne sert à rien. En fait, est-ce qu'il est capable de produire ce qu'on lui demande, en fait? C'est ça qu'on regarde. Après, est-ce qu'il a mis 2 heures, 3 heures, 4 heures? Est-ce qu'il l'a fait à 2 heures du matin? S'il le fait, s'il obtient les résultats, s'il atteint les objectifs, et si le chemin lui paraît cohérent, et qu'il n'a pas demandé d'aide, c'est bon. On n'a pas besoin, on a gagné, en fait. Donc c'est une posture de. Tu parlais de facilitateur tout à l'heure. En fait, c'est beaucoup plus ça. Nous, on est là pour faciliter le fait que l'apprentissage ait lieu. Ouais. Et à distance, bah, on est un peu obligé, hein. Alors, la distance, souvent, les gens disent. Je donne une anecdote. J'avais des collègues là qui disaient ah, mais moi, j'empêche le chat pour que les gens discutent entre eux sans que je le voie, quoi. Je sais pourquoi tu fais ça. Bah, parce que je veux pas qu'ils bavardent en même temps que je parle. Je dis, c'est idiot. Si tu fais ça, ils vont tous se mettre sur WhatsApp et ils bavarderont quand même. Et en plus, au bout d'un moment, tu feras tellement de bruit que ça va les gêner, ils vont couper le son, en fait. donc, tu as intérêt plutôt à faire en sorte qu'ils discutent dans le chat, par exemple, ou alors, et tu leur laisses. En fait, s'ils discutent, ça veut dire qu'ils sont là. Et après, ton job, bah, c'est de les engager. Voilà. Alors, évidemment, c'est plus exigeant, j'entends bien, mais il n'y a pas d'autre voie, en réalité. Parce que le contrôle, il est totalement illusoire. Ils disent, ah, il n'y a pas la caméra. Je dis, pourquoi tu n'as pas la caméra? J'ai l'impression que je parle tout seul. Mais comment ça se fait que tu as l'impression de parler tout seul? Quand tu es au téléphone, tu n'as pas la caméra.
Et au bout d'un moment, si personne ne te répond, tu te rends compte que tu es tout seul. Pourtant, tu vois rien. Donc la présence, c'est pas uniquement la vue. En fait, c'est pas ça ton problème. En fait, tu le visualises comme ça, mais c'est pas ça ton problème. Ton problème, en fait, c'est que tu sais pas t'en servir. Tu sais pas comment faire, en fait. Parce que tu veux contrôler. Et ça sert à rien de contrôler. Tu n'as rien à contrôler. Et puis, si les gens, c'est plus pratique pour eux d'entendre ce que tu leur as raconté, à un moment où ils sont plus disponibles, le week-end, je sais pas quoi, eh ben, ils auront une meilleure efficacité d'apprentissage que si tu les obliges à être à l'heure. Ils ont couru pour arriver parce qu'ils avaient leur train, ils arrivent en retard, ils sont pas du tout disponibles, ou il y a le téléphone qui arrête pas de sonner quand ils sont là. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est l'environnement, tu le maîtrises pas. En fait, à distance, on va chez les gens. En fait, quand tu es en centre de formation, tu reçois les gens chez toi, tu organises l'espace, les tables, la salle, etc. Là, quand tu es à distance, tu ne sais pas comment sont tu es chez les gens, et tu sais pas comment c'est chez les gens. Puis tu n'as pas à le savoir, de toute façon, c'est pas ton boulot. Donc forcément, tu dois composer avec l'environnement, le contexte de chaque personne. C'est impossible de le connaître, donc tu dois faire en sorte qu'il faut réduire ses ambitions, au sens de, enfin, ou son illusion d'ambition, en fait, en se disant, je me concentre sur ce qui peut vraiment leur apporter des choses. Et ça, voilà, c'est beaucoup plus difficile que de dire, bah, je vais leur dérouler mon machin. C'est la synthèse de tout ce que je sais, donc c'est un énorme travail. J'ai fait toutes ces synthèses et je vais leur dérouler. Ça fonctionne. D'abord, ça fonctionne pas bien en général, mais à distance, c'est pire, parce qu'à distance, les gens ne sont pas obligés d'être là, ils peuvent décrocher. Enfin, on n'a aucun moyen de. Alors justement, il y en a certains qui nous demandent ici Oui. si tu as des conseils ou des... Est-ce que c'est quoi pour toi? C'est plutôt une posture de formateur? Ou est-ce que c'est... Tu parlais Oui, c'est une qu'il faut posture. qu'il y ait des conditions qui soient réunies. Oui, Tu nous as parlé de la posture de facilitateur. oui, Donc ça va être plus dans quoi? Dans les savoir-être du formateur? oui. Alors, ça peut être dans le savoir du formateur. Ce qu'on n'a pas évoqué ici aussi, c'est que c'est pas forcément la même personne qui fait tout ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir du tutorat, par exemple, de motivation, qui aide les gens à rester dans le dispositif. Et c'est pas forcément le job du formateur de faire ça. Parce que d'abord, c'est des compétences particulières qui sont assez transversales. Et on peut accompagner, par exemple, la motivation de tout un tas d'apprenants qui sont dans des cursus très différents. Parce qu'il n'y a pas besoin de connaître le fond, en réalité, pour faire du travail de motivation. Donc, il y a aussi des nouveaux métiers, en fait, qui apparaissent. Enfin, en tous les cas, des nouvelles fonctions qui peuvent être opérées par d'autres personnes que les formateurs ou les formatrices, pour qu'eux se concentrent sur la partie pédagogique. Tuteur de motivation. Ouais, tuteur de motivation. Accompagnateur, Ouais. accompagnatrice de Bien sûr, bien sûr. motivation. Je D'accord. travaille avec des organismes, par exemple, qui ont des tuteurs de motivation. Par exemple, ils font de la formation longue sur des langues. Par exemple, c'est 5000 heures, apprendre une langue, donc c'est long. Et c'est entièrement à distance. Et ils ont des gens qui s'occupent d'aider les gens à organiser leur apprentissage, à mettre dans leur agenda. Ils font des points réguliers tous les 15 jours au téléphone. Enfin, il y a tout un processus. Et donc, les enseignants doivent rendre compte après parce qu'il y a des formateurs d'anglais, bien sûr, ou d'espagnol, de chinois, etc. Ils doivent rendre compte de ce qui s'est passé dans la séance pour que le tuteur de motivation, il n'a pas besoin de savoir si monsieur ou madame Untel, il est bon, il progresse ou je sais pas quoi. C'est pas tellement sur le fond, mais il a besoin de savoir s'il a été présent, s'il a raté un rendez-vous. Et en fait, tout ça, c'est stocké dans un outil, un peu comme les outils de suivi client de chez Orange ou je sais pas quoi, voilà, des opérateurs téléphoniques qu'on appelle, hop, ils ont accès au dossier, ils savent ce qu'on a comme contrat. Là, c'est un peu pareil. Et ces gens-là ont même une rémunération en fait qui est indexée sur l'abandon, en fait sur le taux d'abandon. Donc en fait, s'ils ont peu d'abandon, en fait, ils ont des primes. Donc même le management de l'organisation est fait comme ça. Ils ont des taux de complétude sur des formations longues qui font rêver tout le monde. Mais ils ont organisé le système en fait pour être efficace. En fait, ils se sont dit, c'est quoi le problème? Le problème, c'est le décrochage. Comment on fait pour travailler sur le décrochage? Et le décrochage, c'est pas qu'un problème de formateur ou de formatrice. Le formateur, formatrice ne peut pas tout faire sur le décrochage. C'est impossible, en fait. Donc, c'est aussi de se dire, si je veux traiter les problèmes, parfois, il faut aussi un peu les serrer pour les adresser correctement et développer les compétences. Et ces tuteurs de motivation sont des gens qui sont formés. Enfin, c'est un vrai métier. C'est pas simple du tout. Et c'est des compétences assez différentes de celles d'être un formateur. Et pour la posture, la posture, c'est plutôt se mettre à côté qu'en face. Enfin, si on devait résumer en une phrase, c'est ça.
accompagner les gens. Enfin, j'aime pas former, moi. On parle de formateur. Non, enfin, t'as envie d'être formé, toi. Personne n'a envie d'être formé. C'est horrible comme mot. En fait, qu'est-ce que veulent faire les gens? Ils veulent apprendre. Apprendre, les gens aiment bien apprendre, hein, d'une manière générale. Et quand on est dans un contexte professionnel, ils atteignent un objectif. Leur objectif n'est pas un objectif d'apprentissage la plupart du temps. C'est un objectif par exemple, d'évolution professionnelle, d'accéder à un job qu'on a envie d'avoir. C'est voilà, d'évoluer. Voilà. Donc c'est de savoir faire des choses qu'on ne savait pas faire encore, de savoir les faire mieux. Voilà. C'est ça que qui motive les gens. Donc les former, c'est un peu bizarre comme terme, parce qu'en réalité, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est ils veulent développer de nouvelles compétences. Nous, on est là pour les faire grandir. En fait, on est là pour les faire grandir, d'une certaine manière. Et je trouve que c'est plus intéressant comme job de faire grandir les gens que de les former. Former, ça veut dire leur donner une forme. C'est bizarre, parce que quelle forme? Puis c'est un peu illusoire. Les gens, ils développent les compétences. Ils ont leurs propres aptitudes, leurs envies. Chacun est différent et chacun peut accéder à ce job s'il en a les compétences avec une vision, une manière de faire différente. Et heureusement, sinon ce serait extrêmement pénible. On serait tous des clones. Donc notre job, c'est pas de les voilà, c'est pas de les formater. Hein. C'est vraiment de les faire grandir en fait. Et je pense que si on part de ce postulat-là, on voit bien que l'idée, c'est pas de le contrôle. L'idée, en fait, c'est comment je peux t'aider à grandir en fait. Je vais t'observer, je vais regarder ce que tu sais faire, je vais essayer de comprendre des choses pour t'aider à grandir en fait. C'est ça l'enjeu. Et le digital nous permet d'aller plus loin. Clairement, le multimodal permet d'aller là où on ne pouvait pas aller avant. Parce que quelqu'un qui a une difficulté dans un domaine, il peut travailler sur un sujet, machin, ça, sans retarder tout le monde. Donc, on peut arriver à donner des éléments, à emmener les gens, à leur faire développer aussi des projets plus personnels et en même temps les ramener en fait dans le groupe pour que tout le monde en bénéficie. Parce que l'individualisation, ça vaut le coup si on le ramène dans le groupe aussi. Et donc tout ça, avec le digital, on peut le faire. Faire des photos, comme je disais, avec les agriculteurs, on a fait faire les apprentis, on leur fait faire des photos de ce qui se passe dans les exploitations. Et quand ils reviennent au centre de formation et qu'on leur dit qu'est-ce qui s'est passé, avant on n'avait pas grand-chose qui était sorti. Et là, quand on leur projette les photos sur le mur, ils disent ah oui, ça c'est moi qui l'ai pris cette photo. Ah oui, là le tracteur il s'est embourbé, on a mis 2 heures à le sortir. On a été chercher une grue, machin, ça. Ah oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors comment on aurait pu éviter ça? Et en fait, on peut engager une conversation et tout le monde en fait regarde la photo, tous les autres qui n'ont pas vécu la situation disent ah c'est marrant ce qui t'est arrivé. Les gamins ils sont engagés et après en fait à partir de ça, le formateur lui il dit j'ai de la matière, j'exploite, je resynthétise, je fais travailler un peu de réflexivité, tout ça, et je les emmène un peu plus loin en fait que ce qu'était. Et s'il faut passer à l'écrit pour améliorer la verbalisation, on passe à l'écrit, mais on a de la matière, on sait sur quoi. Et un gamin qui est en agriculture, il aime les tracteurs, il n'aime pas les normes ou je sais pas quoi, ou les textes qui disent, ou même la notice du tracteur, ça l'intéresse pas. Donc finalement, ce que tu nous dis, c'est que la partie distancielle, ce que vont vivre les personnes à distance, c'est aussi, en tant que formateur, avoir une réflexion sur comment on peut l'utiliser après Oui, dans les phases de présentiel. oui, oui, Donc tu parlais d'outils, de photos, de oui, vidéos, etc. Mais en tout cas, oui, il y a des choses qui se passent à distance. oui, Comment oui, voilà, l'apprenant peut utiliser ces outils-là pour, hop, après, quand je oui, repasse en organisme de formation, eh oui, bien, comment j'exploite tout à fait, finalement tout à fait, ce qui s'est passé tout à fait. à distance de l'organisme de C'est formation. ça. Et parce que nous, on voit souvent le distanciel, hein, quand on en discute entre nous, Oui, c'est ma classe virtuelle, bah oui, donc dans un temps de telle heure à telle heure. Et là, tu nous apportes un autre éclairage comme étant finalement la distance vécue comme à distance hum, de l'organisme de formation. Mais voilà, dans un temps qui est construit et qui vient être retravaillé oui, dans le oui. présentiel En fait, finalement. la formation digitale, ça n'existe pas. Si on veut Ah, être. ok. Ben non, ça n'existe pas parce que, en fait, on développe des compétences ou on n'en développe pas. Ce ne sont que des moyens. Si on fait du présentiel, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. On s'est dit, ben pour que ce soit. C'est une organisation industrielle, en fait, la classe. C'est-à-dire que si on a voulu former tout le monde,
ben, il a fallu mettre des lieux pour que les gens se rassemblent. Et puis, on n'allait pas mettre un formateur derrière chaque personne. Il valait mieux faire des groupes pour des raisons d'organisation économique. Enfin, c'est du taylorisme, entre guillemets, de la formation. Enfin, c'était pour que ce soit faisable, en fait, tout simplement. C'est pratique, en fait, l'organisation, hein. Ça part toujours de contraintes fonctionnelles. Voilà. Aujourd'hui, quand on introduit le digital, en fait, les gens, mais ça, c'est vrai avec toutes les nouvelles technologies, en fait, ils appliquent ce qu'on appelle l'effet diligence, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire avec la nouvelle technologie ce qu'ils faisaient avec l'ancienne. On le voit avec l'IA en ce moment, c'est pareil. Donc, ils essayent de faire le job à l'IA. Mais en fait, ce qui est intéressant dans l'IA ou dans le numérique, c'est de faire ce qu'on ne pouvait pas faire. C'est pas de lui faire ce qu'on faisait déjà. Surtout qu'on le fait souvent un peu, enfin, c'est un peu dégradé. Les gens disent, ah bah l'IA, quand même, quand elle me sort le truc, c'est moins bien, elle fait des erreurs. Eh ben, t'as qu'à le faire alors. Enfin, t'essaies qu'elle soit aussi bonne que toi. Alors déjà, c'est une idée bizarre parce qu'en fait, si elle est aussi bonne que toi, tu seras plus là. Et puis ensuite, euh, pourquoi t'essayes pas plutôt de faire en sorte qu'elle t'aide à être meilleure en fait. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut inverser le raisonnement. Et en fait, avec le digital, on avait déjà cette réflexion-là. C'était de se dire comment je peux aller chercher des choses que. Donc la réflexion, elle est avant tout pédagogique. Les gens qui s'en sortent le mieux avec le digital sont les gens qui ont une réflexion pédagogique en présentiel, c'est initiale si je puis dire, euh, la plus élevée. Les gens qui font de la pédagogie active en présentiel ont beaucoup moins de difficultés à passer au distanciel que les autres. C'est bien. Ceux qui ont du mal, moi j'ai vu mes collègues à l'université, ceux qui étaient dans du cours très descendant, etc., ils ne s'y retrouvent pas dans le distanciel. Parce qu'ils essayent de faire de la classe virtuelle longue, machin, le truc qui ne marche pas. Et donc forcément, ils s'en rendent compte parce qu'ils ne sont pas idiots. Et donc ils se disent, ah mais non, c'est moins bien que l'amphi. En fait, ce qui est moins bien, c'est pas ni que tu sois à distance. Ce qui est moins bien, c'est que cette dimension-là, enfin cette modalité-là, n'est peut-être pas adaptée à ton public, ou en tous les cas, elle est peut-être un peu surreprésentée dans l'ensemble du parcours par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et peut-être qu'il faudrait réallouer en fait certaines heures que l'on fait comme ça, en fait, à des travaux pratiques ou à des choses en fait qui auraient plus de valeur formative ou en termes de développement de compétences pour les étudiants, par exemple, ou pour les apprenants. Tu vois, donc c'est vraiment, c'était cette espèce de dosage en disant ne partez pas essayez pas de reproduire ce que vous faites à distance, partez plutôt de qu'est-ce que je pourrais faire si j'ai des modalités, qu'est-ce qui me permettrait d'aller plus loin par rapport à ce que je fais actuellement, et comment la distance ou le numérique peut m'aider à le faire. C'est une réflexion plus complexe parce que ça oblige à sortir un peu du cadre, mais vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez vous inspirer de choses autour de vous. Regardez, allez voir comment, par exemple, dans un musée, en fait, on arrive à faire des parcours pour les visiteurs alors qu'il n'y a pas d'enseignants. Et pourtant, on arrive à faire des parcours, on arrive à mettre des activités, etc. Ce n'est pas de la formation, mais les techniques qui sont utilisées, on peut les utiliser et on peut même les mettre en ligne. Il faut raisonner en fait en termes d'expérience d'apprentissage en réalité. Donc, si je me place du point de vue de l'apprenant, c'est pour ça que je disais le premier truc, c'est de se placer à la place de l'apprenant. Si je me place du point de vue de l'apprenant, comment je fais pour que son expérience en fait soit la plus riche possible pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il va faire en fait qu'il va y arriver? Et à quel moment j'ai besoin d'injecter? À quel moment j'ai besoin de le voir en vrai? À quel moment j'ai besoin de le mettre avec ses pairs en vrai dans une salle? À quel moment il faut que j'organise des activités de groupe, mais pas forcément en présentiel? À quel moment en fait je dois lui parler seul à seul? À quel moment? Pareil, on raisonne toujours en groupe standard, mais là je parlais du DU. Dans le DU, pour un groupe de 100, j'avais un tuteur pour 25 personnes. Chacun était responsable d'un groupe. Voilà. Mais quand on faisait les regroupements, ils étaient 100. Et en fait, le présentiel se faisait à 100 parce que je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant. À 100, on peut faire des activités à 100 personnes qu'on ne peut pas faire à 25. Il y a un intérêt, on peut créer une dynamique sur 100 personnes. Et donc, on avait une géométrie variable. On avait 100 personnes, le groupe tutorat qui était de 25 personnes, qui constituait une autre enveloppe. Après, on avait les groupes de 3-4 qui étaient les groupes de travail collaboratif. Et puis, on avait l'individu qu'on suivait à l'unité, à qui on était capable d'apporter du support pour le remédier sur telle ou telle difficulté qu'il rencontrait, etc. Et on gérait un système avec plusieurs géographies différentes parce qu'on était à distance. On n'aurait jamais pu le faire de manière avec aussi peu de moyens. On aurait pu le faire. Au présentiel, on peut le faire, mais ça nécessite beaucoup plus de moyens. Là, on pouvait le faire avec beaucoup moins de moyens,
tout en permettant aux gens de continuer à travailler en se formant, de continuer à vivre leur vie de famille sans les déplacer, etc., pendant 6 mois. Donc, on avait résolu une espèce de, voilà, on avait un ensemble de contraintes et on avait fait un système qui arrivait à vivre là-dedans. Donc, on voit que ça. Tu parlais de la posture, il y a aussi le rôle de l'ingénierie qui est évidemment énorme, puisque ça veut dire qu'il faut le penser, tout ça. Alors ça, ce sera notre On en reparlera. demain Tout à fait. sur l'ingénierie. Tout à fait. Mais on voit bien derrière tout ça que on le voit en arrière-plan qui arrive quand même, parce que ça peut être improvisé, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Tout à fait. Bon, merci Sylvain. Eh bien, écoute, on va arriver bientôt à la fin de ce temps. Ce que je voulais vous proposer, du coup, les personnes qui êtes à distance, et puis peut-être toi aussi, d'essayer de voilà, voir si tu aurais un petit mot de la fin à nous dire, un petit conseil. Je repose la question qu'on s'est tous posée aujourd'hui, qui est bah, justement, avec l'avènement du digital, du numérique en formation, est-ce que la formation en présentiel a ou pas a atteint ses limites ou pas? Bon, moi j'ai l'impression que non, mais que finalement, c'est pas vraiment cette question qu'il faut se poser de ce qui ressort de nos échanges. Et vous, à distance, bah, n'hésitez pas voilà, à nous dire un peu ce que vous avez envie de retenir de ce qui a été dit avec Sylvain. Peut-être, voilà, toi, pour le mot de la fin, nous dire... Moi, pour le mot de la fin, c'est un mot d'enthousiasme, on va dire. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est que si on introduit de la multimodalité et si on a plus de moyens, grâce à ça, on peut à la fois améliorer le service que l'on rend évidemment à nos... On travaille pour les apprenants, les apprenantes. Donc ça, c'est toujours une grande satisfaction de voir qu'on arrive plus loin. Mais c'est aussi un enrichissement de notre travail de formateur, de formatrice, qui est vraiment très important. C'est-à-dire que ça nous oblige à... Alors, évidemment, il faut se remettre en cause, mais ça redonne un intérêt au travail, en fait, ça lui donne une dimension qu'on n'avait pas, qui le rend encore plus riche, encore plus passionnant. C'est déjà des métiers enfin, en tout cas, moi, je suis à fond dedans, mais que je trouve vraiment d'une richesse absolue, parce qu'on peut toujours aller plus loin. Enfin, il y a vraiment toujours à aller chercher des choses. Et là, en fait, on a un champ avec le digital qui s'est ouvert et qui est extrêmement enthousiasmant. Donc, je ne peux qu'inviter les gens à y aller à fond. C'est enthousiasme, voilà, opportunité, créativité, c'est ça les mots-clés. Mais c'est vrai que ça peut faire peur parce que, Oui, bien sûr. voilà, ce qu'on a dit, c'est que c'est quelque chose qui prend du temps. Tu parles aussi des nouveaux métiers, soutenir la motivation, etc. Ouais. Bon, nous, dans nos organisations, souvent, on est un. Donc, Il faut pas le faire tout seul. C'est peut-être dans les éléments qu'on n'a peut-être pas évoqués, mais partez pas tout seul, en fait. C'est aussi l'occasion de travailler avec des collègues, en fait, et de se dire, bah tiens, on ne sait pas comment s'y prendre. On parlait du travail collaboratif pour les apprenants. Bah, c'est bien qu'il y ait du travail collaboratif entre le monde de la formation est souvent un monde où les gens travaillent un peu seuls, voilà. Et donc profitez-en aussi pour imaginer. Et on peut travailler à l'ingénierie de formation à distance avec des collègues, parce qu'on n'a pas la contrainte justement. C'est aussi une opportunité de travailler ensemble finalement et d'échanger, de partager les pratiques. Ça, c'est chouette. Voilà. Bon, très bien. Eh ben, hâte Ouais. d'être à demain pour la partie ingénierie justement et voilà, Moi aussi. qu'on puisse se poser ces questions-là. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi. Merci à vous qui avez suivi ce temps d'After Work. Donc, je vous donne rendez-vous demain. On se retrouve avec Sylvain. Et là, voilà, on va être plus centré sur le sujet de l'ingénierie. On va parler de la scénarisation d'un dispositif de formation qui intègre justement des phases de distanciel. Tout à fait. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous et à demain. Merci. Au revoir demain.